Vous savez ce qu'il y avait là avant? Un cinéma. Et là, un autre cinéma. Là où on vendait de l'aventure, de l'amour et du rêve, on vend de la nourriture pré-chier. Et il en reste quand même des salles. Ah oui, ça pour en rester, il en reste. Vous avez jeté un œil sur les programmes? Vous en voyez beaucoup des films français, vous? I'm going to tell you something, guy. Listen to me, piece of shit. You fuck off shit. Voilà ce qu'on entend maintenant. Il sent le sapin, le cinéma français. On va tous finir déguisés en souris dans leur parc à la con. Vous croyez pas que vous exagérez un peu? Mais putain de bordel du nom de Dieu! Ça vous arrive jamais de regarder les chiffres? Non? Ben vous devriez. Parce qu'ils sont pas rassurants, les chiffres. Vous voulez que je vous montre à quoi il ressemble, le cinéma français? Venez. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant $, saison 17, épisode 15. Cette semaine, grandeur et décadence du petit commerce des cinémas, première partie. Nous revenons dans cette émission sur l'exploitation cinématographique en France via le réseau des salles indépendantes et d'arrêt d'essai. Nous abordons dans cette première émission donc la question sous ses aspects financiers et industriels et en discutant des différents acteurs impliqués dans la diffusion et l'exploitation du cinéma en France en compagnie d'un triumvirat de professionnels et de spécialistes. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, au programme cette semaine, émission un peu spéciale et un peu particulière, parce que je suis en OPEX, tout là-bas, au bout du Finistère, dans les locaux de Cinéphare, que nous remercie de nous accueillir, pour une émission en deux parties sur l'exploitation du cinéma en France, qui est une problématique qui nous intéresse et qui est... de manière assez étonnante, assez peu traitée dans les discussions de la critique ou dans les discussions de cinéphiles, alors que c'est mine de rien une question majeure, puisque la salle de cinéma qui est pour le coup le principe de la salle de cinéma qui est souvent discuté et en fait on dit rarement analysé dans ses mécaniques culturelles de programmation et dire ses problématiques financières de manière générale, et donc je ne suis pas avec la bande habituelle, mais j'ai le plaisir d'avoir réuni un triumvirat de spécialistes sur toutes ces problématiques. Nos vieux et vieilles auditeurs et auditrices le connaissent, puisque c'est l'ancien grand timonier de cette émission, Erwan Floclet. Erwan, bonsoir. Bonsoir Thomas. Et donc Erwan, tu es programmateur et animateur du cinéma La Belle Équipe à Calac, donc dans les Côtes-d'Armor, cinéma associatif avec un seul écran. Ouais. Donc voilà, on va dire un cinéma ancré au cœur des territoires. Ah oui, c'est comme notre cher ministre de la Culture, Rachida Dati, je suis au cœur de la ruralité et d'un printemps passé de la ruralité. Et oui, donc c'est un mono-écran associatif, donc à Calac, donc en Centre-Bretagne, en Côte-d'Armor, entre Carhaix qui est dans Finistère et puis Guingamp qui est au-dessus. Donc structure associative, et moi mon statut c'est celui d'animateur culturel, ça peut changer en fonction des départements, donc je fais une partie de la programmation mais en coprogrammation en fait avec deux autres personnes de l'association, et en fait j'ai aussi une casquette de projectionniste, de faire de la communication, enfin un peu de tout, mais c'est vrai que sur un contrat de 35 heures comme je peux avoir sur un mono-écran, c'est tout à fait gérable, puisque finalement c'est le principe de l'associatif aussi, c'est que moi je prépare en fait les séances pour que les bénévoles les assurent le soir et le week-end en fonction de moi de mon emploi du temps qui est plutôt assez classique. Voilà. Le soir de travail habituel. Ouais. Merci Erwan. Et nous sommes également donc certains auditeurs rennais les connaissent grâce à son verbe affûté et incisif, mais Antonin Moreau, donc tu n'es pas là en tant qu'animateur du cinéma est mort, mais en ta qualité de professionnel au cinéma Arvor, parce que tu es programmateur et responsable des films de répertoire et du cinéma de genre, donc au cinéma Arvor à Rennes, cinéma associatif aussi, mais c'est un multiplex d'art et essai qui compte 5 salles, donc au cœur de la capitale de la région.
Oui, alors je suis pas responsable du cinéma de genre. Après, je suis responsable des différents rendez-vous qu'on a autour du cinéma de répertoire. Entre autres. Alors, c'est n'importe quoi. Je sais pas qui c'est qui tient ce site internet. C'est peut-être moi d'ailleurs, mais je vais virer ça tout de suite. On arrête cette émission et je modifie ça. C'est pas vrai. Mais il peut arriver en tout cas que je puisse un peu influencer pour avoir un peu de cinéma de genre. 100 of Beavers par exemple dernièrement, qui n'est pas spécifiquement du répertoire, mais voilà. Et donc oui, l'Arvor cinéma 5 salles, nouvellement 5 salles, parce qu'avant c'était un cinéma d'art essai historique de Rennes de 2 écrans, et suite au confinement on a ouvert dans un tout nouveau cinéma de 5 écrans. Merci. Et nous sommes également avec Olivier Bitoun. Olivier, bonsoir. Bonsoir Thomas. Donc Olivier, tu es directeur de l'association donc le Cinéphare, qui on va dire pas dirige, mais réunit un réseau de 47 salles de cinéma et d'associations de cinéphiles en Bretagne de manière générale. Et donc vous êtes basé à Le Relecq-Quiéron, à côté de Brest, dans le Finistère. C'est ça. Donc Cinéphare, c'est une association qui a été créée en 2006. L'idée, c'était à la base de réunir des salles de cinéma indépendantes, art et essai, situées dans des petites et des moyennes villes qui avaient des pratiques plutôt isolées. Et du coup de les réunir pour essayer de faire des choses ensemble, voir des films ensemble, choisir des films ensemble et faire tout ce qui est animation autour de ces films, donc faire venir des réalisateurs. Une salle toute seule à Calac par exemple, c'est très compliqué de faire venir un réalisateur par soi-même. Voilà, quand on est plusieurs, on organise des tournées, on peut faire venir des gens de Marseille, de Paris pour venir parler de leurs films et développer tout autour une politique d'éducation aux images, des ateliers jeunes publics, remettre du cinéma de répertoire dans les programmations, etc. Donc on ne programme pas du tout les salles, tous nos adhérents sont indépendants, ils ont chacun leur ligne éditoriale. Nous, tout ce qu'on fait, c'est proposer des choses, et ceux qui veulent, ils viennent, et on fait des choses ensemble, quoi. Merci. Donc effectivement, on voulait revenir sur la question de l'exploitation, déjà avec vous trois, parce que je vous connais, donc je me suis dit, ça va être la facilité, et puis c'est la proximité. Mais je sais que c'est une question sur l'exploitation, sur la programmation des films, sur lesquels on a tous discuté au fur et à mesure des années, et... Donc là, on va parler du cas spécifique de la Bretagne, mais évidemment, ça s'applique, j'imagine, à la plupart des régions de France, en dehors de la région parisienne et de Paris même, où j'imagine que la situation est encore un peu différente, parce que le réseau de salles et le réseau de cinéphiles n'est pas le même non plus qu'en région, comme on dit. Mais on va essayer de revenir sur toutes ces questions de l'exploitation, et déjà peut-être la définition, et de faire la différence entre les trois gros pôles du cinéma, que sont la production, la distribution et puis l'exploitation. Certains studios peuvent être les trois à la fois, mais la plupart du temps, c'est quand même relativement séparé entre production, donc on va dire ceux qui financent le film, qui œuvrent à sa fabrication, la distribution, là, qui va être justement la vente du film à des exploitants, que ce soit en France ou bien à l'étranger. Et donc l'exploitation, je résume un peu sommairement, mais vous pourrez me reprendre, qui en gros est le parc de salles qu'il y a en France. Parfois ce sont des chaînes comme par exemple les MK2, les Pathé, les Cinévilles ou bien les UGC. Et la majorité, je pense, des cinémas sont des cinémas indépendants ou bien en tout cas associatifs, qui sont dans un maillage de salles qui est, je pense, assez disparate selon les régions de France. En Bretagne, j'ai l'impression qu'on n'est pas les plus mal lotis, mais en tout cas, donc l'exploitation les caractéristiques, qu'on soit un multiplex ou un mono-écran, ne sont pas les mêmes, et on va essayer un petit peu de définir qu'est-ce que ça peut être entre différentes salles sur différents territoires, entre justement des petits bleds à la campagne entre guillemets et puis des villes de grande ou de moyenne taille. Est-ce que l'exploitation est bien résumée? Oui, c'est très sommairement résumé, mais j'en attendais pas moins de toi. non, mais de toute façon c'est ça. Après moi, oui, je peux commencer là-dessus parce qu'il y aura une autre distinction aussi à faire là-dessus. C'est aussi les cinémas art essai, les cinémas généralistes qui sont où les cinémas art essai, par exemple, MK2 est plutôt généraliste maintenant, mais même si c'est né un petit peu dans l'art essai, mais effectivement oui, cette distinction entre en tout cas les circuits et les indépendants
effectivement, elle est valide. Ceci dit, et ça on y reviendra aussi sûrement un peu, il faut savoir que beaucoup d'indépendants, que ça soit associatifs, municipaux, voire des privés qui sont hors circuit, leur programmation souvent peut être faite aussi par des organismes qui sont plutôt des circuits. Si je prends mon cas à moi, au cinéma Arvor, la programmation de l'Arvor, en tout cas le tout venant de la programmation, les films en sortie nationale, c'est un organisme qui s'appelle Ciné-Diffusion, qui est intégré au groupe Cinéville, qui sont basés à côté de Rennes, qui nous programment. Donc effectivement, la notion d'indépendance là-dedans, elle peut être floutée un petit peu, quoi. Ouais, bah justement, pour aller dans ton sens, je crois que c'est important ce que tu dis, Antonin, c'est que effectivement, notamment en Bretagne, hein, il y a une majorité, enfin je dirais voilà, une grande majorité de salles qui peuvent être programmées par cette entente de programmation, c'est comme ça qu'on appelle ces structures, comme Ciné-Diffusion. Nous à Calac, on est programmé par EPIC, EPIC, qui est une boîte qui est basée à Nantes, en fait, au cinéma Le Concorde, qui est tenue par Sylvain Clochard. Donc ça veut dire que c'est aussi ça, la question de la taille de la ville, et aussi du nombre d'entrées que les salles vont faire, c'est que si on avait, puisque on peut prendre un peu la semaine de cinéma, on la connaît, c'est du mercredi au mardi, mais nous, en tant que professionnels, la journée, a priori, la plus importante, c'est le lundi, où se fait en fait la programmation des films, soit en direct avec les distributeurs, mais si on est un petit cinéma comme à Calac, vous imaginez bien qu'on ne va pas se programmer nous-mêmes, donc on passe par une entente de programmation qui, eux, font ce travail-là en fait, de programmation en direct avec les distributeurs, ce qui veut dire que, on détaillera peut-être tout à l'heure, mais c'est que nous, par exemple, dans le cas de Calac, on va avoir les films en 3e semaine après leur sortie nationale. Donc, ce qui est déjà plus rapide qu'il y a 15-20 ans quand exactement, on était jeune, où les films arrivaient parfois 6 semaines après, tout à fait, ouais. À moins que ce soit vraiment des énormes films qui là pouvaient arriver dans les 2 semaines justement, mais ça va toujours plus reculer. J'ajouterais juste aussi une chose, c'est qu'il y a aussi le statut des cinémas municipaux. Et les cinémas municipaux peuvent être aussi, justement, je pensais au cas de l'Oudéac, par exemple, programmés par la même entente de programmation que nous, EPIC. Donc voilà, c'est un peu... Toi, à Calac, t'es quel genre de cinéma? T'es pas un cinéma municipal, toi, On est un cinéma associatif, donc on est à la fois généraliste et art et essai. Olivier. Oui, je voulais dire, là, on part déjà sur les chapeaux de roue. Moi, j'ai peur. C'était prévu pour la 2e heure, tout ça. Là, vous êtes parti sur les histoires de programmation. J'ai peur. Parce que Thomas, tu as parlé un petit peu d'un contexte général sur, rappeler un petit peu les différentes étapes, la production, la distribution et l'exploitation. C'est vrai, enfin, peut-être déjà définir ça un petit peu pour nos auditeurs. On n'est pas du tout dans un système américain en France où, justement, les choses étaient intégrées, quoi. La production... la production et la diffusion, l'intégration verticale, comme on dit. Voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes systèmes où les grands studios possèdent également des salles de cinéma, tout ça. Ici, on a quelques cas particuliers comme Pathé Gaumont qui est producteur, qui est distributeur, qui est exploitant. Mais chez nous, on est sur quelque chose de beaucoup plus compartimenté de manière générale, où tu as des sociétés de production de toutes les tailles qui sont là pour produire des films. On a des sociétés ensuite de distribution, à qui le producteur confie le film et le distributeur a pour charge d'essayer de le faire exister le plus possible, de trouver des salles pour les exploiter. Donc c'est un 2e échelon dans la vie d'un film. Et le 3e au bout, c'est l'exploitant, qui lui également est indépendant dans la plupart des cas. Même les grands groupes, hein, enfin voilà, je veux dire même des groupes de multiplex, les cinévilles, c'est des cinémas indépendants si on les prend dans leur globalité. Ils sont indépendants du reste du système. Ils n'ont pas de billes dans la production, ils n'ont pas de billes dans la distribution. Ils sont indépendants sur l'exploitation. Donc on a vraiment ces 3 échelons-là qui nous différencient de beaucoup d'autres pays où effectivement on a plus des intégrations verticales, quoi. Après les choses deviennent horizontales en France, c'est du fait d'une loi ou du fait d'une volonté politique? Non, je pense que ça s'est construit comme ça. Après, j'ai pas vraiment l'historique. Il y a quand même eu un moment où il y a eu une tentative, et particulièrement chez les grands circuits, d'avoir cette intégration au contraire horizontale avec justement les Gaumont et tout ça, qui était à la fois dans la production, à la fois dans l'exploitation et la distribution, ce qui crée ce problème des trusts en fait, hein, qui a été le même cas aux États-Unis où ça a été démantelé, je sais plus dans quelles années, dans les années 50, je crois, je sais plus quoi, la loi antitrust, mais qui posait des questions de concurrence, quoi. Voilà. Mais nous, c'est vrai, il y a eu cet effet-là dans les années 80, un moment, d'une sorte de regroupement de tous ces 3 aspects, quoi. Après, avec une certaine porosité, maintenant, on avait vraiment des choses plutôt séparées. La production s'occupait de produire son film. Ensuite, s'arranger pour trouver un distributeur, qui est une autre société, qui va prendre le film en charge et qui va le vendre.
etc. Maintenant, de plus en plus, les producteurs sont dépendants des distributeurs. En fait, maintenant, pour produire un film, il faut avoir le distributeur avant même que le film soit réalisé. Donc, c'est quand même une différence. Maintenant, un film peut plus se monter vraiment indépendamment si on n'a pas le distributeur au bout qui va commencer à avancer l'argent. En fait. Voilà, parce que c'est un peu comme la question des chaînes de télé avec les préachats qui sont aussi pour une diffusion télé ou bien sur les plateformes. Et donc, le distributeur est, en termes financiers, important pour la production d'un film, alors que les exploitants, pour le coup, n'ont rien à voir, on va dire, dans le coût de production d'une œuvre. C'est juste la queue de comète pour pouvoir le montrer au public. Sur le distributeur, très rapidement, en fait, le distributeur a des systèmes de minimum garantie. C'est ce qu'on appelle un producteur quand il fait son plan il sait qu'il a besoin de 3 millions pour réaliser son film. Il faut qu'il trouve un distributeur qui soit prêt à préacheter le film, donc il va lui verser un minimum garantie. Le distributeur ensuite va distribuer le film dans les salles. En gros, pour revenir à l'histoire de la place de ticket de cinéma, enfin pour commencer là-dessus, quand un spectateur vient payer une place de cinéma, 10% vont être taxés par le CNC. Peut-être on pourra expliquer pourquoi tout à l'heure, parce que le système est hyper intéressant. Et ensuite, sur la somme qui reste, il y a en gros, je caricature, la moitié qui va au distributeur et la moitié qui va à l'exploitant. 50-50. 50-50. Sur la place de cinéma, c'est intéressant parce que c'est une question et un problème qui revient de manière assez régulière. Sur la question du prix de la place de cinéma, parce que dans les multiplex comme les pâtés par exemple, la place, on va dire, à tarif plein, sans réduction, elle est proche des 20 €, elle doit être à 19,60 €, un truc comme ça je crois. Donc au pâté c'est ça, dans on va dire Arvor c'est 9,80 € en tarif plein, mais il y a aussi plein on va dire de tarifs préférentiels si vous avez une carte d'abonnement, si vous êtes étudiant, les cartes sortir pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc on va dire qu'il y a toute une gamme de prix assez variée dans les cinémas, évidemment, entre les grandes villes et les petites villes, justement, les prix non plus ne sont pas les mêmes, mais cette question revient assez régulièrement. Bien régulièrement, mais il y a deux aspects du problème. Effectivement, il y a effectivement, on pourra en parler du prix du billet qui revient souvent dans le débat public, mais par contre, ce qui est intéressant, c'était aussi ce que disait Olivier et qu'il faut vraiment comprendre, c'est cette TSA qui est sur le billet de cinéma. Ça, la TSA, elle n'a rien à voir avec le prix du cinéma, c'est 15% ou 14%, me semble-t-il, et c'est ça qui est très spécifique à l'écosystème français et qui permet en tout cas à la France d'avoir un gros maillage de salles, une production qui tient la route contrairement à tous ses voisins européens et une production, toute la branche de production, de distribution, exploitation est plutôt très vivace. Parce que justement, sur le prix de la place, c'était une bonne entrée en matière parce que donc, ça revient souvent, on dit que le cinéma est trop cher et donc on met ça sur le dos des exploitants de salles, mais il y a la question de la prix de la place et il y a la question de la redistribution, on va dire, de pourcentage sur le prix de cette place. En général, on dit oui, mais avec vos impôts, on va financer n'importe quoi parce que le CNC va aller financer des films qui ne marchent pas en salle, il y a ça, nanana, alors que nous, on veut voir des gros blockbusters. Alors que c'est plus complexe que ça, c'est que c'est, comme tu disais, la spécificité du cinéma français, l'exception culturelle française, qui fait que donc il y a un pourcentage qui est pris sur chaque place de cinéma qui est redistribué pour la production et l'aide à la production même des films en France. C'est très important. Et l'exploitation. Et la distribution. Et c'est hyper important de le redire parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent dans le débat public et sur les réseaux sociaux. C'est une tannée quand on connaît un peu le système de tomber toujours sur le truc nos impôts qui servent à financer le cinéma français parce que c'est complètement faux. C'est une taxe qui est purement redistributive qui est sur les places de cinéma et au contraire même, on pourrait dire, parce que ça c'est encore arrivé cette année, au contraire c'est presque le cinéma qui finance l'État français parce que l'État français ponctionne assez régulièrement dans les caisses du CNC qui est un organisme qui est relativement bénéficiaire, en tout cas qui a dans sa manne qui est issue principalement de la TSA, cette taxe sur les billets de cinéma, là je crois que cette année encore ils ont ponctionné 3 millions dans le CNC. Un organisme public en France qui fait des bénéfices. Alors bénéfice c'est pas vraiment le terme du tout parce que c'est pas du tout, mais en tout cas l'État en tout cas se permet de prendre là-dedans. C'est l'argent du cinéma qui finance le cinéma en fait, c'est vraiment la technique. C'est les billets d'entrée, mais c'est aussi les télévisions, c'est aussi les opérateurs internet, tout ça qui
qui ont des taxes, enfin eux qui ont des taxes là-dessus, et donc ça fait. Ce qui est hyper intéressant quand même dans ce système, c'est un système redistributif, comme tu as dit, et c'est un système redistributif un peu à l'envers. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un multiplex, par exemple, enfin, les multiplex en France engrangent 80% des entrées. C'est eux qui alimentent énormément la TSA. Hein. Enfin, c'est quand même très important. Par contre, dans la redistribution ensuite vers les salles de cinéma, ils touchent beaucoup moins que ce qu'ils ont versé. Alors qu'une salle comme Calac, par rapport à ce qu'elle finance par rapport à ses tickets de place, elle va récupérer plus que ce qu'elle a donné en TSA. Donc il y a un côté redistributif avec cette idée de défendre que les plus gros défendent les plus petits. C'est un truc qui rend fou les studios américains, évidemment, quoi. Ils se retrouvent avec, dans leurs recettes des billets engrangés dans les salles généralistes ou ailleurs, à avoir 15% qui disparaissent, qui ne leur atterriront jamais dessus, quoi. Et ceci dit, en ce moment, c'est quelque chose qui est un petit peu attaqué par les grands groupes, justement, qui sont en difficulté par rapport à leur nombre d'entrées, comparé au cinéma RSC, qui se porte plutôt bien. Donc en ce moment, il y a des attaques en ce moment, c'est de dire il faudrait peut-être revoir un petit peu cette redistribution. Nous, en ce moment, on est à la traîne, on est à la peine, donc donnez-nous un peu plus. Donc voilà, ça fait partie des discussions actuellement. Oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y avait eu donc Jérôme Sédou, le patron de Pathé, ou de Gaumont, Pathé je crois, qui avait voulu faire une grande offensive il y a 2 ans en disant qu'ils allaient désormais produire des très gros films avec des gros stars d'après des grands sujets français. Donc il y avait Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo cette année, le Astérix de Guillaume Canet en début d'année dernière, justement pour essayer de ramener un public dans les salles françaises, en tout cas dans les gros réseaux de salles. Et c'est un succès. Oui, ce sont des succès. Et ça a marché, mais du coup aussi, ça rebénéficie aux salles plus fragiles. En fait, nous, si tu as un peu une conscience, c'est hyper important d'avoir une conscience de l'écosystème. C'est pour ça, bizarrement, nous, on peut que se réjouir qu'un Marvel cartonne. Ouais, on peut que se réjouir qu'une comédie française cartonne. Fait, ouais. On peut que se réjouir que d'un coup, on peut avoir peur, nous, en tant que cinéma d'art essai, même si on ne va pas les passer, que le cinéma américain aille très très mal. Parce que voilà, forcément, ça crée un déficit d'entrée qui va au final créer une sorte de déficit de revenus pour le CNC et au final être très très dangereux pour la filière dans son entrée, dans son entier. Donc du coup, c'est vrai que là, on peut vraiment parler d'un écosystème où voilà, tout est lié, quoi. Un succès par exemple cette année comme un petit truc en plus est véritablement une bouffée d'air frais en fait, pour cet écosystème justement. Et c'est vrai que là, après on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais c'est vrai que, là, que ce soit un petit truc en plus ou les 2 opérations qu'a fait Pathé sur Monte Cristo et compagnie, puis Canal avec L'Amour ouf et tout ça, qui sont peut-être des gros budgets et on peut se dire qu'ils produisent que ça, ils mettent tout leur argent là-dedans, mais au final c'est payant en termes d'entrée. C'est une opération qui a permis de pallier complètement un déficit en termes d'offres de cinéma américain, et là je parle vraiment en termes pour le cinéma généraliste, quoi, dit commercial. On parlait donc des rapports avec le CNC, et du coup je voulais qu'on parle des rapports avec les institutions publiques et les différents partenaires institutionnels, justement, que ce soit les villes ou bien les municipalités, les métropoles, la région qui peut aussi parfois aider à la fois au financement des films mais au financement des cinémas, et donc le rapport avec la grosse institution qui est le Centre national du cinéma, donc le CNC, qui donc on le disait pas gère, mais en tout cas organise la redistribution des richesses, si on peut dire. Et quels sont les rapports, on va dire, entre différentes salles, on va dire, entre des multiplex et puis des mono-écrans en campagne avec le CNC? Est-ce que le fonctionnement est le même? En tout cas, est-ce que le rapport est le même avec l'institution? Alors, Olivier. Pour ce qui est de tout ce qui est collectivité territoriale, c'est vrai pour beaucoup, elles sont engagées dans le cinéma. C'est la partie, effectivement, quand on parlait tout à l'heure que c'est l'argent du cinéma qui finance le cinéma. Bon, là, c'est la partie qui, effectivement, vient d'institutions publiques, quoi. Donc ce sont souvent des aides, essentiellement des aides à la production, hein, donc c'est pour encourager les tournages sur les territoires. Et on sait qu'en Bretagne, c'est une des régions qui accueille le plus de tournages. Oui, voilà, en Bretagne ça fonctionne très bien, le nombre de journées de tournage explose chaque année. Donc c'est aussi l'intérêt pour la région. Alors il y a un intérêt, sur certains films, un intérêt touristique tout simplement de faire connaître la Bretagne, mais c'est aussi souvent faire travailler des techniciens bretons sur les tournages, etc. Donc il y a tout un écosystème autour de ça, donc il y a vraiment une validité des régions d'aller sur un intérêt économique. Voilà, un intérêt économique, un intérêt d'image qui est important.
Pour ce qui est de l'exploitation, les régions accompagnent aussi régulièrement sur les rénovations de salles. Là-dessus, sont souvent. Enfin, après, tout est très variable d'une région à une autre. Hein. Là, on peut parler au niveau de la Bretagne, où ils peuvent aider à l'aménagement des salles, leur restauration, leur création. Parce qu'on sait qu'il y a quand même un parc de salles en France où il y a beaucoup de cinémas qui sont quand même assez anciens et ça a marqué. L'ancien Arvor, notamment, donc vous avez réouvert il y a 4 ans, 5 ans. Et c'est vrai que l'Arvor qui était dans le centre de Rennes, rue d'Entrain, avait clairement fait son temps. Oui. Après, c'était toujours aussi le cas de dire on va pas faire une réfection totale du bâti alors qu'on savait qu'il y avait un déménagement qui était imminent. Donc tu te dis pas on va changer les sièges alors que tu sais pas si dans 300-400 et tout ça, c'est des opérations qui sont très coûteuses. Et effectivement, mais ceci dit, je pense que voilà, le parc de salles, il est certes, il n'est pas si vieillissant que ça, avec aussi ces principes d'aide du CNC qui permet de vraiment de refaire des salles, d'aide à tous les exploitants pour refaire la salle. Il y a une vraie volonté par le CNC, par le pouvoir public du CNC, que les salles restent vraiment comme l'écrin ultime du cinéma et que voilà, on puisse avoir toujours des salles de bonne tenue, quoi. Et par rapport à d'autres pays, je pense qu'on est vraiment bien lotis là-dessus. Par exemple, fin des années 2000, 2009, 2010, quand le parc de salles a dû être entièrement changé en passant au projecteur numérique au moment de la sortie du film de Cameron, donc Avatar, ça a dû quand même, j'imagine, engendrer des coûts qui sont quand même importants de changer tous les projecteurs des salles pour pouvoir passer au numérique et en termes d'infrastructure. Il y a eu une intervention du CNC, il y a eu beaucoup de discussions entre toutes les différentes branches de l'exploitation et les distributeurs, pour le coup, ont été mis à contribution, me semble-t-il, parce que l'idée c'est que le distributeur faisait de très grosses économies par la numérisation des salles, parce que il passait de la gestion de tirage de copies 35 mm très coûteuses et de transport de copies 35 mm très coûteuses à un transport de copies qui pour le coup maintenant est en format DCP, donc des fois c'est dématérialisé ou des fois c'est vraiment ni plus ni moins qu'un disque dur classique du commerce qu'on reçoit. Et donc du coup il y a eu des tractations, me semble-t-il, ou en tout cas voilà, la distribution en tout cas a été mis à contribution parce que pour le coup en termes pour l'exploitation, pour nous ça a été c'était un vrai enjeu. Il a fallu changer tous les parcs d'appareils et les appareils c'est pas le coût d'un vidéoprojecteur, quoi. Là encore effectivement c'est en interne que tout s'est géré, quoi. Il y a eu quelques aides des régions aussi pour venir compléter un peu tout ça et que toutes les salles puissent passer. Mais effectivement, le système a fonctionné sur la partie des distributeurs. Donc ça, c'était sur vraiment la transformation du parc 35 mm en numérique. Là, on arrive maintenant à une nouvelle période qui est celle de renouvellement des matériels. Donc le matériel a un peu baissé, mais là, toutes les salles maintenant arrivent au bout de cette première génération de matériel et doit changer. Là, il n'y a pas de plan au niveau de la profession. Là, les distributeurs, maintenant, ils ne financeront pas ça. Et voilà, il n'y a pas d'aide du CNC non plus. Et donc là, c'est un peu chacun pour soi. C'est pas le sujet, mais ça va être un vrai sujet. Oui, parce qu'on on passe clairement en fait au laser. Donc qui a un coût, mais aussi qui a aussi. L'appel au laser. C'est-à-dire qu'on passe d'une lampe en fait à un autre type de projecteur en fait, hein. Et donc ce qui engrange aussi un autre coût. Un autre coût, mais aussi sur du moyen long terme aussi des économies, notamment, et aussi d'éco-responsabilité en fait. Puisqu'il n'y a pas c'est pas du tout la même consommation d'énergie, etc. Donc c'est à la fois un double investissement en fait, mais le coût effectivement n'est pas du tout là pour l'instant pris en charge comme ça avait pu être le cas au mi-temps des années 2010, hein, clairement. Hein. Mais c'est vrai que si on en revient au système et à cet écosystème et puis aux trois branches, quoi, entre production, distribution et exploitation. C'est vrai que là, la distribution, comme ça a été dit, effectivement, elle a donné, on a eu besoin d'elle pour effectivement, notamment sur ces coûts-là de routage des copies. Et non, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ça a aussi été, je dirais, comment... l'exploitation là au niveau du parc de salles, en fait, j'essaie de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure entre
les multiplex en fait, et puis donc des circuits. La grande question en fait, c'est nous par exemple une salle comme Calac ou même comme l'Arvor à Rennes, c'est la subvention art et essai en fait, c'est cette dénomination là. Donc qui va rentrer complètement dans ce que tu disais. Qu'est-ce que c'est l'intervention en tout cas voilà. Pour nous, et ce qui nous intéresse même nous en tant que cinéphiles aussi. En fait, donc c'est un label. C'est ça. Toutes les salles ne l'ont pas, mais ça peut être donc parfois des multiplex qui auront le label, ça peut être donc des salles mono-écran. Alors en fait, donc c'est un classement art et essai avec des labels. Hein, donc il y en a 3, Olivier. Il y a donc patrimoine et découverte. Non, patrimoine, jeune public et répertoire, jeune public et recherche et découverte. C'est ça. Et c'est vrai qu'après, il faut revenir peut-être un petit peu sur l'histoire de cet organisme-là, qui maintenant est piloté, en tout cas en France, par l'AFCAE, principalement, en tout cas l'Association française du cinéma d'art et essai, mais en tout cas la naissance de cet organisme-là, ou en tout cas, si ce n'est pas de cet organisme-là, mais vraiment de cette dynamique-là, elle naît vraiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand arrivent en France des cinématographies qui sont extérieures à l'Europe ou des pays proches de l'Europe, des États-Unis et de la cinématographie locale. C'est-à-dire qu'après la guerre, effectivement, il y a une inondation du cinéma américain, mais il y a aussi la découverte via des festivals et tout ça de toute une cinématographie complètement exotique par rapport à l'époque. C'est-à-dire qui donne aussi naissance à la cinéphilie, à la théorie des auteurs, à la cinéphilie telle qu'on la connaît. Il y a ça qui se passe, mais il y a aussi, par exemple, je sais qu'il y a ce cas très connu où d'un coup, ils découvrent en festival Rashomon de Kurosawa, les contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi, et que ça cartonne, ça a des prix à Venise, à Cannes. C'est une cinéphilie, un cinéma qui n'est absolument pas connu. C'est une internationalisation. Et des exploitants se disent à Paris, ça serait quand même intéressant de le montrer à nos spectateurs, mais c'est hyper aventureux, c'est-à-dire qu'on ne vend nous que des produits, c'est la base du commerce, tu vends que des produits à la limite que les gens connaissent déjà, et là pour le coup le cinéma japonais ils connaissaient pas, je prends cet exemple là mais il y en a d'autres, et du coup ils décident de se mettre en relation pour justement mutualiser un petit peu le tirage de coups de copie, probablement, peut-être que j'invente, mais en gros ce qu'il faut comprendre surtout c'est que c'est une question de mutualisation de la prise de risque pour justement de passer des films qui ne sont pas des produits identifiés par le marché et par militantisme cinéphilique, parce qu'on a envie de les faire découvrir. Et promotion de la diversité. Et promotion de la diversité. Et c'est sur cette base de cette réunion de différents exploitants qu'a été fondée, qui a été en tout cas appuyée par les pouvoirs publics, soutenu par les pouvoirs publics et donc le CNC par le CNC, cette volonté de faire un effort financier de la part du CNC pour soutenir les salles qui vont prendre des risques, en tout cas s'engagent à passer un certain nombre de films dont on sait très bien que ce ne sont pas des films qui vont engranger des sommes folles. Donc c'est ça la base en tout cas de la subvention RSA. Ce pourquoi les salles reçoivent, en plus de leur rentrée sur billet, cette subvention-là. Sur excuse-moi, juste sur la RSA, il faut préciser, il y a quand même 2 volets sur la RSA, c'est-à-dire qu'il y a les salles qui sont labellisées à RSA parce qu'elles passent des films qui sont eux-mêmes recommandés à RSA. C'est-à-dire qu'il y a une commission en France, c'est elle qui est pilotée par l'AFCAE, l'Association française des cinémas à RSA, avec un collège qui voit tous les films et qui décide si un film est à RSA ou non. Donc voilà, il y a quand même cette recommandation des films, et ensuite les salles qui passent suffisamment de films par rapport à la totalité des films qui passent obtiennent eux aussi à leur tour le label RSA et obtiennent les aides. C'est ce qu'on dit après, du coup, dans la labellisation, nous, ça nous anime pas mal ces questions-là, parce que par exemple, on peut voir que Dune 2 ou Dune 1 était labellisé RSA. C'est très commode pour les salles qui veulent avoir leur label RSA en ne passant que Dune. On en reparlait tout à l'heure, il y a Shrek à l'époque avait eu le label RSA, et des tas de choses comme ça où vous les salles, nous on n'est pas trop concernés à l'Arvor parce qu'on est un pur cinéma d'RSA, donc nous on est garanti d'avoir au moins 95% de notre programmation qui est en RSA, mais évidemment on est à Rennes, c'est très facile, on a le public pour ça, mais dans les salles où avec un bassin de public vachement plus restreint, forcément vous avez une programmation généraliste, et je regarde toi Erwan à Calac, généraliste et RSA, forcément cette question d'aller dans le pourcentage d'un certain nombre de séances RSA, c'est déjà plus un enjeu, quoi. Tout à fait, absolument. Entre par exemple une salle comme la tienne Erwan ou bien l'Arvor à Rennes, au niveau des subventions, comment ça se passe? Quel est le pourcentage, on va dire, de subventions qui est donné? Est-ce que ça varie selon la taille des salles ou selon
le volume de films d'art essai qui sont diffusés. C'est quand même, on en parlait avec Olivier récemment pour des questions professionnelles, mais c'est quand même la question aussi des entrées. C'est quand même le nombre Alors, à la marge, en fait, le système de base, c'est plus tu passes de films à essai, le CNC prend l'ensemble de tes séances, et sur ce nombre de séances, plus tu passes de séances à essai, plus ta subvention sera importante. Donc c'est vraiment le principe de base. Il y a un minimum de séances à essai en dessous de laquelle tu n'as pas le label RSC, ta salle ne sera pas classée. Et après, une fois que tu dépasses, si tu es vraiment au seuil, tu as le minimum de subvention RSC, et si tu arrives à du 100% RSC, tu as le maximum de ce que peut toucher. Et ensuite, il y a plein de mécanismes sur ce qui est au-delà de la programmation, sur ce qui est fait dans la salle. Si tu invites des réalisateurs, si tu fais de l'éducation aux images, il y a tout un système de bonus qui bonifie en fait cette subvention de base. Et voilà, donc plus tu travailles dans ta salle, plus tu fais de choses, plus elle est animée, plus elle est vivante, plus tu toucheras une subvention RSC importante. Travailler plus pour gagner plus. C'est travailler plus pour gagner plus. Alors, l'idée de cette subvention à la base, c'est pour accompagner les salles, pour justement, c'est exactement ce que disait Antonin, c'est pour inciter des salles à programmer des films où ils savent qu'ils auront moins de spectateurs que s'ils programment plus fragiles, etc. C'est une sorte de compensation. De la même manière, si on fait de l'éducation aux images, ça coûte l'argent pour une salle. Enfin, c'est des choses, souvent, parfois tu fais un atelier jeune public pour 10 personnes, ça va te coûter beaucoup pour la salle, tu sais que tu rentres pas dans tes frais. Donc c'est parce que tu as une subvention à RSC derrière que tu peux te permettre de le faire justement. Pareil, embaucher un intervenant pour présenter une séance, on va dire que le cachet minimum ça va être 100 €. C'est vraiment le cachet minimum. En gros, si jamais nous à Rennes il n'y a pas trop de problèmes, on va avoir une salle où il peut y avoir un minimum 40 personnes, donc tu te dis tu vas faire avec 6 € de prix moyen, tu vas faire ton revenu, ta recette elle va être de 120 €. Mais tu as payé un intervenant 100 €, donc purement commercialement tu as fait un bénéfice de 30 €. C'est pas énorme, quoi. Alors, c'est Rennes. Alors, on imagine une salle plus petite où il va y avoir 15 personnes. C'est un coût. C'est clairement une opération qui n'est pas bénéficiaire. Juste aussi, c'est que Olivier expliquait là, c'est qu'on est aussi là au cœur en ce moment même, là, en mois de novembre, sur la prochaine. On est en train de remplir les salles, notre dossier de subvention à RSC, et elle vient d'être réformée. Pour justement aller dans le sens qu'Olivier vient de dire, c'est-à-dire de favoriser par ce principe de bonus en fait le travail des salles en termes d'animation, de rencontres, d'accompagnement en fait des films, donc qui est plutôt bénéficiaire pour je dirais des salles comme les nôtres en fait. N'oublions pas que donc la France est réformable et que donc, effectivement les réformes notamment dans le secteur culturel, il y en a quand même beaucoup et c'est vrai que ça peut impacter si ce n'est le fonctionnement, en tout cas une partie de l'infrastructure de salle. Celle-ci est importante. Enfin, il y a quand même deux volets qui sont pour nous très importants sur cette nouvelle réforme. C'est cette partie justement de tout ce qui est animation, venue de réalisateurs, etc. En gros, avant sur la subvention RSC, il y avait 80% d'automatique, on va dire, et 20% c'était ces bonus justement en disant cette salle travaille super bien, on va lui donner plus, ou cette salle travaille mal, enfin elle travaille pas beaucoup, on lui donne le minimum, mais c'était 20% de la somme. Là, avec les nouveaux systèmes, on peut arriver quasiment à du 50-50, 50% sur la programmation et 50% sur l'animation. Donc c'est vraiment une vraie réforme. Et il y a une autre chose qui est très intéressante dedans, c'est un soutien tout particulier aux films qu'on appelle chez nous les films recherche et découverte. En gros, les films recherche et découverte aujourd'hui, c'était les films à réessayer il y a 40 ans. C'est à peu près la définition. Les choses ont glissé. Et voilà, c'est pour les films qui auraient historiquement été arrêtés, qui maintenant s'appellent recherche. Et donc ces films-là qui sortent sur moins de 60 copies, mais on parlera après certainement des histoires de copies, donc n'ont pas une grande exposition dans les salles. Plus on les programme, enfin quand on programmera ce film-là, en gros, il comptera double maintenant pour la salle. Donc c'est vraiment deux aspects très intéressants, très importants pour les salles sur la diversité et l'animation. Et moi j'appuie vraiment encore ce que tu dis, parce que ça c'est hyper important à comprendre, parce que c'est un changement qui s'est opéré fondamental depuis plus de 20 ans désormais, c'est que l'art essai a été identifié par les généralistes comme un produit porteur. C'est-à-dire que ça a vraiment, si je prends juste le cas de l'Arvor, mais qui est assez représentatif, c'est qu'à un moment, dans les années 80-90, quand il y a eu vraiment des auteurs
acteurs comme Woody Allen, comme Almodovar, comme d'autres qui sont apparus, il y a eu vraiment une sorte d'engouement et je sais que l'Arvor pour le coup a engrangé énormément d'entrées là-dessus. Et on était tout seul. Et je pense que c'était aussi le cas de beaucoup de salles à essai, parce que les généralistes ne s'étaient pas encore multiplexés, ils avaient très peu de salles. Et en fait, on était tout seul à passer ces choses d'art et essai. Sur un créneau hauteur, on va dire. Sur un chrono hauteur, et aussi passer les premiers films d'Almodovar, c'est pas gagné. Voilà, quand on passe les premiers films d'Almodovar, c'est absolument pas identifié. On passe le premier, on passe le deuxième, on passe le troisième, voilà. Et plus ça va, plus les films sortent, plus ça prend du succès. Et je sais qu'à Rennes, si je prends le cas de Rennes, avant on avait un Gaumont qui avait 5 salles, ou 8 salles me semble-t-il, ou qui était donc en 35 mm à l'époque. Quand il passait du Ken Loach, moi ce que j'appelle le blockbuster d'art essai, le Ken Loach, du Moretti, tout ça, du Almodovar, il le passait en copie 35 en VF. Donc autant dire que c'était pas une concurrence énorme pour nous. À partir du moment où ils sont passés dans un multiplex, et c'est le cas de beaucoup de villes de la configuration de Rennes, il y a eu d'un coup 13 salles, et 13 salles, il faut les remplir, et ils se sont mis à faire du film labellisé art et essai en masse. Mais c'est un dévoiement quelque part de notre travail. Moi je sais qu'avoir entendu une fois le directeur du Pâté dire nous oui bien sûr qu'on va passer le Moretti, c'est dans notre volet d'éducation à l'image. C'est un dévoiement quelque part, parce que justement notre travail à nous, normalement, si c'était extrêmement bien fait ou fait avec moralité, c'est de savoir perdre de l'argent justement en allant chercher justement les futurs Coréda, les futurs Moretti, les futurs Almodovar, ceux qui vont, sur lesquels on va un peu perdre de l'argent. On recherche. Oui, mais voilà. La morale et le capital. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai enjeu, parce que nous, on est toujours serré en termes financiers. Et même nous, je sais qu'à l'Arvor, on a une vraie marge de progression là-dessus, à aller plus faire de la belle recherche découverte. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que voilà, c'est des labels qui sont économiques, quoi. C'est pour ça que moi j'ai toujours du mal un peu avec les noms art et essai ou recherche découverte. Je sais pas trop à quoi ça correspond et tout ça. Mais art et essai, effectivement, maintenant ça veut plus dire grand-chose. Ça veut en termes d'une forme de cinéma. Bien sûr, et puis même art, est-ce que Hitchcock c'était pas de l'art, tu sais pas. Mais par contre, en termes économiques, c'est des labels qui ont une vraie validité, enfin qui sont hyper essentiels, qui permettent vraiment de donner une vraie existence dans l'écosystème global du truc. Mais c'est hyper important, en tout cas, ce truc-là. Les généralistes, par exemple, ne demandent pas la subvention à essai. Mais je sais qu'à une époque, si je prends le cas encore de Rennes, avant que l'Arvor bouge dans un truc, le plus gros cinéma à essai en termes d'entrée à Rennes, c'était le Pâté. C'était le Gaumont, c'était un Gaumont à l'époque. C'était le Gaumont. Il faisait largement plus d'entrées que nous. Sur Ken Loach, sur Moretti et tout ça, il faisait plus d'entrées que nous. Donc c'était le plus gros cinéma à essai, si on s'en tient juste à des entrées par rapport à des films labellisés ou pas. Mais évidemment, jamais le Pâté Gaumont n'ira proposer le prochain Damien Odoul, le prochain. Il n'ira jamais chercher ça. Il ne s'intéresse qu'à des produits qui sont déjà identifiés par le marché. Et cette identification d'un auteur par le marché, elle se fait par les festivals et par les salles à essai. Peut-être que bientôt ils passeront le prochain Guy Roddy en salle. Mais c'est évident que si, oui, c'est évident. Et Olivier parlait donc tout à l'heure de la question des copies, qui effectivement est intéressant, parce que comme on le disait, elles ont maintenant un coût moindre qu'il y a 20 ans, à l'époque où les copies étaient en argentique. Avec le numérique, ça a effectivement changé, mais la question du prix des copies, que ce soit pour des films neufs ou des rééditions, donc des films de patrimoine, est aussi extrêmement important, parce que je sais qu'on a parlé plusieurs fois, Antonin, sur la question du minimum garanti sur une copie. Qu'est-ce que le minimum garanti ? Après, le minimum garanti, le truc, c'est que ça, c'est surtout sur du répertoire. Peut-être que vous pourrez me dire si je me trompe, parce que en gros, ça, c'est vraiment un truc aussi à dire, parce que beaucoup, c'est peu connu, mais en fait, les gens pensent que, par exemple, ça nous coûte plus cher de passer Dune que de passer un Ken Loach. Mais non, c'est pas, on n'achète pas un film, nous. On le loue, c'est-à-dire que le DCP, il arrive, et après, c'est juste c'est 50-50. C'est 50-50. Et après, il faut le rendre, le film. Mais voilà. Mais par contre, c'est une question de taux de location. C'est une question de taux de location, et encore, ça, c'est 50-50. Mais on peut dire que, par exemple, en 4e semaine, en 5e semaine, le taux de location va basculer à l'avantage de la salle. D'un coup, on va gagner 60% contre 40%. Après, il va y avoir des choses comme ça, mais ça, c'est vraiment à la marge. Le minimum garanti, là où c'est aussi un enjeu, c'est sur le répertoire, par exemple, ou sur la séance unique, où le distributeur va pouvoir accepter qu'une salle
passe sur une séance unique son film, mais par contre il va exiger sur le même principe que le mécanisme dont Olivier parlait tout à l'heure, un minimum garantie, c'est-à-dire que tiens, je vous donne, il y a des cataloguistes qui sont très célèbres pour ça, à Parc Circus qui gère le catalogue de plein de studios, où on prend Terminator, on va dire de James Cameron, géré par Parc Circus, on vous donne la copie, c'est 150 € de minimum garantie. Donc c'est-à-dire que la salle, elle a intérêt que ça part, si sa part d'exploitant n'atteint pas 150 €, de toute façon elle paiera quand même 150 € au distributeur. Alors je prends le cas de Terminator, mais j'aurais pas dû prendre ça parce que c'est un film bankable. Je pourrais prendre le dernier film qu'on a fait avec Parc Circus, je sais plus ce que c'était beaucoup moins bankable que ça à l'Arvor. Pour nous à l'Arvor ça va, mais je me dis dans les plus petites salles type Calac, type de tout le maillage de salles extraordinaires qu'il y a en Bretagne notamment et en France, là ça peut complètement réfréner les ardeurs, et c'est là où Olivier via Cinéphare, je sais que vous agissez là-dessus. Oui, parce que par exemple pour l'Arvor, on va dire un minimum garanti de, on va dire 200 €, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable si le film est un peu porteur, ou en tout cas il y aura une bonne promotion. C'est pas gênant, effectivement. Alors que 200 € par exemple, pour Erwan, dans un petit cinéma, ça va être plus compliqué déjà. On peut négocier, ouais. Oui, on peut négocier. À 200 €, en gros, Erwan fait 20 spectateurs sur son film de répertoire, ce qui est plutôt bien pour une petite salle. Du coup, il gagne 20 fois 5 € de prix d'entrée, 100 €, ça fait 50, et il en a pour 150 € de sa poche, quoi, tout simplement. Ouais, voilà. Je paye en fait la prochaine. Il payera 150 €. Donc on sait que c'est des séances déficitaires, au mieux blanches, mais c'est jamais quand on programme du répertoire, etc. Après, nous, il y a des mécanismes justement avec Cinéphare, quand on mutualise, on évite les minimums garantis sur les films qu'on partage, les films de répertoire qui circulent dans une vingtaine de salles. Là, le minimum garanti, il n'y en a pas, etc. Et il y a d'autres dispositifs aussi. Il y a une agence très importante en France qui s'appelle l'Agence du développement du cinéma en région, ADRC, qui a fait énormément justement pour rendre accessibles tous les films même les sorties dans les petites salles de cinéma, et notamment qui négocient toutes ces histoires de minimum garantie. Donc on a quand même des soutiens hyper importants pour les petites salles pour réussir à glisser un petit peu et à réussir à programmer au-delà de ces questions financières qui sinon bloqueraient complètement les choses, quoi. Parce qu'en plus sur la question du maillage de salles, je me rappelle qu'il y a quelques années, en gros le problème des cinémas c'était le même problème que dans les boulangeries, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de salles qui fermaient, et c'était remplacé justement par les gros multiplex de 4-5 salles dans des villes un peu plus importantes, mais du coup des petits cinémas devaient mettre la clé sous la porte. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu résorbé quand même, et que le maillage de salles en Bretagne en tout cas est moins... disons, moi, sans revenir sur l'historique, en plus que je maîtrise pas totalement, mais je sais qu'en Bretagne, le maillage de salles est assez conséquent parce qu'il y a eu vraiment une mise en commun de toutes les énergies, quoi. Il y a vraiment une histoire, mais qui vient des... Les assos, les services publics. Enfin, même des cinémas paroissiaux, en fait. Il y a toute une histoire, il y avait des cinémas dans toutes les églises. Chaque paroisse avait son cinéma. Au bout d'un moment, quand ça marchait plus trop, la religion, c'est des associations qui ont pris la place et qui ont repris. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un parc de salles hyper dense en Bretagne, quoi. Effectivement, sur le nombre de salles de cinéma, ce qui augmente énormément, c'est les multiplex. On est quand même passé en 10 ans, on est passé de 190 multiplex à 250 en 10 ans. Donc il y a quand même... Et ça, c'est un phénomène qui est assez récent, ça date des années 90. Oui, mais ces 10 dernières années, le nombre de multiplex a vraiment poussé, alors qu'on est à peu près quasiment sur un nombre stable de salles de cinéma en France. Ça augmente d'année en année. Mais voilà, si on est passé à 70 multiplex de plus, on imagine qu'il y a quand même beaucoup de cinémas indépendants qui, eux, ont fermé leurs portes, ont disparu. On est quand même, on assiste quand même malgré tout à une concentration. Alors en Bretagne, on n'a pas vraiment connu le cas, il n'y a pas eu de cas particulier, mais il y a des régions de France qui sont vraiment sinistrées quand même en comparaison, où vraiment il faut faire 60 bornes pour réussir à trouver une salle de cinéma. Enfin, 60 bornes, et encore, je suis... Ouais. Complètement. Et donc pour rester un peu sur le côté pognon, qui est le nerf de la guerre du cinéma, parce que là on s'en fiche un peu. On est là pour parler boutique. Je rappelle que vous n'êtes que des petits boutiquiers. Tout à fait. Vous êtes des camelots. Et donc puisqu'on parle boutique, on parlait institutions publiques, mais du côté des on va dire presque du mécénat entre guillemets, ou du rapport avec des institutions privées. Comment ça se passe? Est-ce que les institutions privées peuvent intervenir dans le fonctionnement ou dans le financement d'un cinéma? Parce que par exemple, il y a des salles qui peuvent être louées à des entreprises privées pour, par exemple, des colloques, faire des pôles d'entreprise, faire des projections. Mais est-ce que c'est une part importante, ou en tout cas non négligeable,
du fonctionnement d'un cinéma? Moi, je dirais que, en fait, ça commence à en tout cas, c'est une part qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire qu'en fait, il faut diversifier. On avait vraiment parlé en commerçant, mais c'est le cas, puisqu'il faut diversifier. En fait, une salle de cinéma a des temps, notamment pour un mono-écran dans une ville comme Akalac, pour prendre cet exemple-là. C'est que nous, on ne projette pas toute la journée. On a au moins 1 voire 2 projections par jour, mais donc on a des temps morts. Donc ces temps morts, il peut aussi les exploiter pour, c'est le cas de le dire, pour justement autre chose. Et donc ça peut être des locations de salles. Mais je trouve que c'est déjà beaucoup, parce que si tu fais des projections presque tous les jours, moi je me rappelle dans le bled où j'ai grandi, au Morbihan, il y avait des projections qu'à partir du vendredi soir, le samedi et le dimanche. Parfois il y avait un film en VO donc le jeudi soir, mais sinon lundi, mardi, mercredi c'était fermé. Alors 2 choses à ça en fait. Pourquoi? Puis déjà la question du numérique. C'est quand même une possibilité. Et puis aussi, très important, parce que c'est pas toujours le cas, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi toute une part des cinémas associatifs en Bretagne qui n'ont pas de salariés. Donc où là, le travail est fait entièrement bénévole. Moi, je suis le seul salarié sur l'association à Calac, mais ça change quand même la donne, puisque on peut faire un travail, c'est un suivi sur un 35 heures, c'est évidemment quoi. Et même quand tu as un salarié, effectivement, les bénévoles sont là pour assurer les autres projections. Toi, tu pourrais pas être là à faire toutes les projections de toute la semaine, plus les projections scolaires, etc. C'est impossible. C'est impossible. 35 heures, donc forcément. On peut pas. Mais sur la diversification des activités d'une salle, effectivement, ça peut être de l'allocation pour une assemblée générale. Nous, ça va être le cas, par exemple, avec une banque en début d'année. Ça peut être aussi, nous, on a commencé ça, je sais pas si vous le faites aussi à l'Arvor, mais peut-être pas non plus trop, mais par exemple, sur des demandes d'anniversaire, par exemple, pour les anniversaires d'enfants. Ça peut être loué à des entreprises ou bien à des particuliers. Soit on joue sur le côté, je dirais, privé, dans le sens où on privatise véritablement la salle pour un organisme, une entreprise, ce qu'on veut, donc on fait un prix. Soit, effectivement, on joue sur le côté anniversaire. Alors là, ça va être une séance dite publique où ce sera des entrées CNC1. 2 fonctions. Soit on utilise la salle pour faire une projection, soit on utilise la salle effectivement pour une assemblée générale par exemple. C'est du temps, c'est de la location quoi. Je crois que vous le faites aussi. Oui, là prendre la privatisation à titre vraiment privé pour un anniversaire, pas trop, parce qu'on a des tarifs qui sont sûrement trop chers pour un privé, je pense. Mais par contre, par rapport à cette question-là, nous effectivement on fait de la location de salle, mais là où et c'est une partie pas assez négligeable de notre chiffre d'affaires, on va dire, mais qui quand même qui compte et qui est évidemment en augmentation par rapport à notre nouveau lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on peut le faire, et ça c'est assez propre des grandes agglomérations, c'est que je me souviens que c'était un très beau film, je ne sais pas si vous connaissez, Arvor de 2 à 5, qui commençait là-dessus, sur un propos de Jean-Jacques. Mais en fait, ça commençait sur un propos de Jean-Jacques Benex qui disait, mais s'il n'y a pas d'intervention des pouvoirs publics, le cinéma il va disparaître dans les villes, parce que de toute façon, en termes, c'est une aberration économique de créer des grands espaces vides, des grands cubes dans une ville. Ce n'est pas rentable. Tu as une grande salle de cinéma, tu peux foutre 10 bureaux, 5 supermarchés, c'est pas rentable. Donc ici, il n'y a pas d'intervention des pouvoirs publics, ces salles-là, elles deviennent des supermarchés. C'est ce qui s'est passé dans les années 80. Nous, je sais qu'en termes d'intervention de pouvoirs publics hors CNC, on a aussi un partenaire qui est la ville de Rennes qui a acheté, on va dire, la coque du cinéma. Tout l'aménagement intérieur, c'est l'association auquel je fais partie qui le fait. Mais par contre, la coque du cinéma, c'est à la ville. Et sans ce partenaire-là, il est évident qu'on n'aurait pas pu, on verse un loyer à la ville, mais par contre qui est bien en dessous des prix du marché. Sans cette aide-là, ça serait très compliqué d'avoir maintenu une activité d'exploitation cinématographique à réessai dans un lieu central, dans une ville comme Rennes. Absolument. Parce que c'est un lieu, et ce pourquoi d'un coup on peut avoir beaucoup de demandes de privés pour avoir des espaces assez gigantesques d'une salle de cinéma, parce que évidemment il y a très peu d'espaces de réunion dans des grandes salles à Rennes, parce que des espaces de réunion dans des grandes salles, c'est beaucoup d'espace, et en termes fonciers, c'est un coût énorme. Donc du coup on a... Si c'est loué par exemple des salles de concert, le prix n'est pas le même non plus, parce que déjà les salles de concert sont souvent très demandées, et pas forcément durant la journée, mais du coup elles ont quand même un loyer qui n'est pas le même que le vôtre, et dont les tarifs de location pour les privés vont être aussi... Entre le couvent déjà commun et une salle de Harvard, ça doit pas être le même. Ça doit être déjà moins cher, et puis en plus je pense que après c'est vraiment des trucs propres à Rennes, mais bon voilà, il y a un déficit de salles de réunion et tout ça, qui est peut-être propre à Rennes et propre à d'autres villes, mais je pense que c'est aussi dû au fait que qu'est-ce qu'on va créer des espaces complètement vides dans un endroit
endroits où il faut mieux aller construire des immeubles pour faire du tas de bénéfices, parce que voilà, ça prend une surface au sol qui est énorme. Je boucle une petite chose parce que c'était sur le sujet que Thomas a lancé. C'est vraiment pour, je dirais, affiner. C'est que évidemment, donc il y a la question de rapport. Tu viens de l'évoquer, Antonin, à la municipalité d'une ville, et c'est effectivement aussi d'autres guichets. Hein. On est en termes marchands et surtout d'aide. C'est que effectivement, on va avoir des subventions qui vont être liées donc à la municipalité ou aux municipalités entourant la ville. Ça peut être aussi la métropole de Calac, l'agglomération aussi. Les communautés de communes. Nous c'est une Comcom. Du coup, nous c'est Guingamp, Paimpol, l'agglomération par exemple. Mais ça va être ensuite donc en dessous le département, l'agglomération département et la région, etc. Donc, il y a ce maillage-là en fait. Il y a tout ce maillage entre région, département, agglo, Comcom. Mais ça veut dire que c'est différents guichets aussi. Ces différents guichets aussi auxquels il faut jamais, il faut toujours demander aussi des demandes de subvention. C'est vrai que sur les privatisations de lieux, ça reste quand même, je crois, comme tu disais Antonin, c'est une petite portion effectivement des chiffres d'affaires. Ça peut poser quand même des problématiques, surtout dans les grandes villes, effectivement, quand Calac, le cinéma est fermé l'après-midi, autant l'utiliser. Dans des grandes villes, il y a quand même des questions de place pour les films, et ça on y reviendra, sur les questions de programmation. En fait, on croit qu'il y a beaucoup de place, mais en fait, c'est très 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 tendu sur le nombre de séances et le nombre de films à passer et le nombre de séances, voilà, donc il y a des bouchons, donc forcément c'est aussi de la place qui est prise, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut être assez vigilant. Mais sur la marchandisation, ça reste vraiment peanuts. Il faut rappeler quand même que dans l'exploitation cinématographique, quand on parle de multiplex, l'argent ça vient des confiseries, hein. C'est d'abord le popcorn et c'est les bonbons, c'est les marges arrière en fait qui rapportent beaucoup plus dans un multiplex que l'entrée de cinéma. En fait, tu étais en train qui disait que les bonbons et les popcorns, c'était 400% de leur chiffre d'affaires par rapport... Non, c'est énorme, c'est ce que dit Olivier, hein, de toute façon c'est une des grosses parties de leur revenu, mais d'autant qu'en plus il n'y a pas de TSA dessus, la taxe supérieure ajoutée, et de même qu'il me semble que toutes les surcoûts qu'on peut avoir sur les places de cinéma, salle Dolby, salle 4DX, achat de lunettes 3D, ne sont pas soumis à cette taxe-là aussi. Ils n'ont que la TVA et oui, la TVA quoi. Mais du coup, c'est aussi une manière pour eux de contourner des systèmes aussi un petit peu de redistribution. Bon, parce que tu es quand même en train de dire, Olivier, que du coup les confiseries, c'est du temps d'estomac disponible. C'est un peu étrange. C'était Cocteau qui revenait des États-Unis, il était bouche bée justement parce qu'il découvrait qu'aux États-Unis, dans les salles de cinéma, on mangeait et il trouvait ça absolument fantastique. Il disait c'est génial, les gens ils ont la bouche ouverte devant le film, il faut vraiment qu'on importe ça en France. Bon merci Cocteau, ça a réussi. Hein. Super. Quel brigand celui-là. Pour le coup, en Amérique, tu peux tout faire dans les salles à part fumer, donc tu peux manger tout ce que tu veux, tu peux faire n'importe comment. Pays de la liberté quoi. Pas ça chez nous. Mais donc on est dans les dernières minutes de cette première émission, puisque donc on parlait du côté clairement pognon, les financements, rapport avec les partenaires privés et puis les partenaires publics, mais il y a aussi du coup dans les villes, peu importe la taille d'ailleurs, il y a souvent un lien avec des événements locaux, que ce soit des festivals de cinéma, mais aussi ça peut être en lien avec des festivals de musique, donc il y aura une programmation autour du cinéma, ça peut être justement une association qui investit le cinéma pour aller faire des animations, pour aller faire des programmations. Là, j'imagine que le rapport financier n'est pas le même, mais ça contribue aussi évidemment à faire vivre la vie d'un cinéma et à faire, on va dire, ça participe à son image finalement. Au tissu associatif local. Au tissu associatif local, exactement. Ouais. Après, oui, c'est le travail auprès d'une n'importe quelle salle de cinéma, c'est d'être, je vais sur le grand mot, mais d'être une vitrine sur le monde, et donc du coup, de s'aider de tout le maillage associatif qu'il peut y avoir en termes d'associations militantes, que ce soit culturelles ou sociales, autour pour les faire venir. Mais là, il n'y a pas de question d'argent là-dessus, parce qu'en général, c'est pas du tout des locations de salles, hein, c'est qu'en gros, tout le bénéfice, c'est pour la salle. Hein, mais c'est vrai, c'est-à-dire que toutes les recettes vont aller à la salle, éventuellement, la salle va payer le pot qu'il va y avoir après la rencontre, des participations un peu financières comme ça, mais au final pour la salle. Mais c'est tout en termes d'entrée, oui, c'est tout bénéf pour la salle, et aussi un bénéf évidemment en termes de
de communication, j'ai envie de dire, et aussi en termes de travail d'animation qui est un peu le cœur de notre métier, et ce pourquoi nous on fait ce boulot aussi, mais qui va forcément aussi avoir des retombées économiques, parce que dans les dossiers CNC qui vont valoriser notre travail, ça va jouer. Et toi, Thomas, qui est fan de l'Amérique, on voit c'est du win-win en fait, parce que toutes ces associations, c'est la salle quand même qui organise, qui fait venir, si c'est un réalisateur qui vient, c'est elle qui organise sa venue, qui va l'héberger, qui va le loger, etc. Et pour l'association, c'est tout bénef, parce que ça lui permet aussi de faire connaître son activité. On faisait une tournée, voilà, c'était la LPO qui était partenaire, donc c'était quand même super autour du film, d'être présent à chaque séance, de pouvoir parler de leur travail sur le territoire, voilà, donc c'est hyper important effectivement pour la vie d'une salle, que ce soit en ville ou dans un milieu rural, c'est voilà, vivre avec ce qu'il y a autour comme association, comme vie culturelle, et pas être refermé juste sur son... Et puis c'est aussi quand même aller sur une marotte essentielle, que je pense ça fait depuis 1895 qu'on se pose cette question-là, c'est qu'il faut quand même essayer de trouver le public. Donc trouver une association, ça peut permettre de toucher les publics qu'on n'a pas. Effectivement, merci beaucoup messieurs, on va devoir s'arrêter là pour cette première émission, et de toute façon ça nous fait une belle passerelle pour la deuxième heure où nous parlerons plus spécifiquement de programmation, qui est l'autre nerf de la guerre. Si on veut faire de l'argent, il faut avoir des films qui ramènent des gens. Merci beaucoup messieurs, merci Antonin, merci Erwan, merci Olivier. Merci Thomas. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Bisous. C'est la fin de notre première émission consacrée à l'exploitation cinématographique en France. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de programmation. Merci beaucoup à Valentin pour la mise en son de cette émission.